Avant de commencer, dis-moi, d'où est-ce que tu m'écoutes? De quelle ville, de quel pays? J'adore savoir jusqu'où mes histoires arrivent. Il existe, dans les replis oubliés de la Bourgogne, des vérités que l'on ne murmure qu'à la tombée du jour, lorsque les vignes se taisent et que le brouillard rampe entre les rangs de ceps centenaires comme une prière non exaucée. On raconte qu'en 1878, dans le château de Montrouge dont les tours se dressaient telles des sentinelles contre un ciel de cendres, une famille entière disparut en une seule nuit, non pas dans le néant, mais dans quelque chose de bien pire, un sourire, car les Delorme furent retrouvés morts, certes, mais radieux. Leurs lèvres figées dans une extase que nul vivant ne devrait connaître, leurs yeux mi-clos comme s'ils contemplaient encore un spectacle invisible. Et sur les murs de pierre froide, des traces que personne n'osa nommer sang, car elles semblaient venir de l'intérieur même du château, comme si les pierres avaient pleuré. Il y avait, disait-on, une bouteille, une seule, scellée depuis des générations dans les caves où même la lumière refusait de descendre. Le vin maudit, murmurait-on dans les auberges enfumées de Beaune, dans les cuisines sombres des fermes isolées, un vin vivant, un vin qui appelait. Et ce qui trouble le plus dans cette histoire, ce qui glace le sang même aujourd'hui, 40 années après, c'est que la bouteille interdite, celle qu'on affirme avoir été ouverte cette nuit-là, fut retrouvée intacte dans sa niche de pierre, le seau intact, comme si elle n'avait jamais été touchée, comme si elle attendait encore. Le fiacre s'arrêta dans un crissement de roues sur le gravier humide, et Lucien Devraux descendit dans l'air glacé d'octobre, avec la sensation désagréable d'être observé par quelque chose qui n'avait pas Dieu. Le brouillard enveloppait le château de Montrouge d'un linceul cotonneux, ne laissant voir que les contours flous des tours et la masse sombre des murs de pierre. Au-dessus, le ciel était d'un gris uniforme, sans profondeur, comme si le soleil avait renoncé à percer cette brume éternelle. « Vous êtes certain de vouloir rester ici, monsieur ?» demanda le cocher, un homme au visage buriné qui n'avait pas prononcé un mot durant les 3 heures de trajet depuis Beaune. Sa voix tremblait légèrement. « Les villageois, ils disent que le château n'est plus un endroit pour les vivants. » Lucien ajusta son chapeau et prit sa valise de cuir, lourde de carnets et d'instruments d'investigation. À 42 ans, inspecteur de la préfecture de police de Paris, il avait vu suffisamment d'horreurs humaines pour ne plus craindre les superstitions de province. Ou du moins, c'est ce qu'il se répétait. « Les morts ne peuvent plus faire de mal, mon brave, » répondit-il avec une assurance qu'il ne ressentait pas tout à fait. « Ce sont les vivants qui m'intéressent. » Le cocher hocha la tête sans conviction, fit claquer les rênes, et le fiacre disparut rapidement dans le brouillard, laissant Lucien seul face au château. Le silence qui s'installa fut presque palpable, brisé uniquement par le cri lointain d'un corbeau et le murmure étrange du vent dans les vignes, un murmure qui, pendant un instant fugace, sembla presque former des mots. La grille d'entrée était entr'ouverte, ses gonds rouillés ayant laissé des traînées oranges sur le fer forgé noir. Lucien la poussa, et elle grinça avec un son qui résonna bien trop longtemps dans l'air humide. L'allée menait à un perron monumental, encadré de colonnes, dont les chapiteaux étaient ornés de figures étranges, non pas les saints ou les anges habituels, mais des visages aux expressions ambiguës, entre extase et agonie. La porte principale s'ouvrit avant même qu'il ne frappe. Un homme se tenait dans l'embrasure, si immobile qu'il aurait pu être une statue. La cinquantaine, vêtu d'une livrée noire impeccable mais démodée d'au moins 20 ans, il avait le teint cireux des gens qui ne voient jamais le soleil. Ses yeux, d'un bleu délavé presque transparent, se fixèrent sur Lucien avec une intensité troublante. « Inspecteur Devraux, je présume, » dit-il d'une voix plate, sans inflexion. « Je suis Mathieu Corbin, intendant de la famille Delorme. Ou plutôt, j'étais, on m'attendait. »« Monsieur Corbin » salua Lucien en entrant dans le vestibule. L'intérieur du château était plongé dans une pénombre froide, malgré quelques candélabres allumés. L'air sentait la pierre humide, la cire de bougies et quelque chose d'autre, une odeur douceâtre et entêtante qu'il ne parvenait pas à identifier immédiatement. Du vin oxydé peut-être, ou du fruit trop mûr. Les murs étaient couverts de portraits de famille, des visages austères, aux regards sévères, qui semblaient suivre le visiteur. Le sol de marbre noir et blanc formait un damier qui donnait l'impression de marcher sur un échiquier géant. Au-dessus, un escalier monumental montait dans l'obscurité du premier étage. « La préfecture de Dijon m'a demandé de rouvrir l'enquête, » continua Lucien, posant sa valise. « Les conclusions du rapport initial laissent trop de questions sans réponse. »« Des questions, » répéta Corbin,
avec quelque chose qui aurait pu être de l'ironie, si son visage n'était pas resté aussi impassible. « Oui, c'est le problème avec Montrouge. Il y a toujours des questions, mais êtes-vous certain de vouloir les réponses, inspecteur ?» Lucien le regarda fixement. « Je suis ici pour découvrir la vérité sur ce qui s'est passé la nuit du 17 octobre. 7 personnes sont mortes dans ce château, la famille Delorme au complet, dans des circonstances que le rapport officiel qualifie d'inexplicables. C'est mon métier d'expliquer l'inexplicable. » Corbin resta silencieux un moment, puis hocha lentement la tête. « Bien entendu, suivez-moi, je vais vous montrer la salle. » Ils traversèrent le vestibule, leurs pas résonnant sur le marbre, et pénétrèrent dans un long couloir bordé de portes closes. Les murs, ici aussi, portèrent des traces étranges, des traînées sombres qui partèrent du plafond et coulaient le long de la pierre, comme si le château lui-même avait transpiré quelque chose de rouge et d'épais. Lucien s'approcha de l'une d'elles, sortit un mouchoir et frotta légèrement. La tache était ancienne, presque incrustée dans la pierre, mais le tissu se colora d'une teinte brune rougeâtre. « Du sang ?» demanda-t-il. « Les gendarmes ont pensé la même chose, » répondit Corbin sans se retourner. « Mais l'analyse n'a rien révélé de concluant. Ni sang humain, ni sang animal. Seulement du vin très ancien. Du vin sur les murs, du vin dans les murs, inspecteur. Comme si les pierres elles-mêmes en avaient été imprégnées pendant des siècles. » Ils arrivèrent devant une double porte de chêne massif aux ferrures de bronze terni. Corbin s'arrêta, sa main sur la poignée, et pour la première fois, une émotion traversa son visage, quelque chose entre la peur et la résignation. « C'est ici qu'ils ont été retrouvés, la salle à manger. Je dois vous prévenir, inspecteur, cette pièce, elle n'a pas été touchée depuis cette nuit-là. J'ai maintenu tout en l'état, comme vous l'avez demandé dans votre télégramme, mais je n'y suis retourné qu'une seule fois. Et cela m'a suffi. » Lucien sentit son pouls s'accélérer malgré lui. « Ouvrez. » Corbin tourna la poignée, et les portes s'ouvrirent sur une vision qui allait hanter Lucien jusqu'à son dernier jour. La salle à manger était vaste, éclairée par 3 hautes fenêtres donnant sur les vignobles enveloppés de brume. Au centre trônait une immense table de noyer noir, dressée pour 7 convives, et autour de cette table, figés dans leurs derniers instants, se trouvaient encore les membres de la famille Delorme. Non pas leur corps, ceux-ci avaient été emportés pour les funérailles 3 jours après le drame, mais leur présence. Car tout était resté exactement comme au moment de leur mort, les chaises renversées, les assiettes brisées, les verres de cristal tombés dont certains contenaient encore des résidus de vin rouge sombre. Et sur le damas blanc de la nappe, d'immenses taches écarlates formaient des motifs qui semblaient presque intentionnels, presque artistiques, mais ce qui glaça véritablement le sang de Lucien, ce furent les traces sur les murs. Non seulement ces mêmes traînées rouges sombres qui coulaient de haut en bas, mais aussi, et c'était là le détail qui défie toute logique, des empreintes de mains. Dizaines d'empreintes de mains ensanglantées, pressées contre la pierre, comme si des dizaines de personnes avaient cherché à s'échapper de l'intérieur des murs eux-mêmes. « Bon Dieu !» murmura Lucien. « Il n'y avait que 7 personnes dans cette pièce cette nuit-là, » dit Corbin d'une voix blanche. « Monsieur Henri Delorme, le maître de maison, Madame Delorme, son épouse, leurs 3 enfants, Édouard, 24 ans, Marguerite, 20 ans, et le petit Louis, 12 ans, ainsi que les grands-parents paternels, Monsieur Augustin et Madame Clémence, 7 personnes. » Lucien s'approcha du mur, examinant les empreintes. Elles étaient de tailles différentes, grandes, petites, certaines d'enfants. Bien plus que 7. Et ces empreintes? Personne ne sait. Elles sont apparues après. Les gendarmes qui sont entrés les premiers jurent qu'elles n'y étaient pas immédiatement. Mais le lendemain matin, elles étaient là, comme si elles avaient poussé pendant la nuit. Lucien sentit un frisson le parcourir. Il s'approcha de la table, observant les places. À l'extrémité, le couvert d'Henri Delorme, encore intact, avec une assiette de porcelaine fine où reposaient des restes de viande froide. À sa droite, une chaise renversée marquait la place de son épouse. Les autres couverts étaient dans un état de chaos similaire, comme si un événement soudain et violent avait interrompu le repas. Le rapport mentionne qu'il souriait, dit Lucien lentement. Tous. Oui. Corbin s'était appuyé contre le chambranle de la porte, comme s'il ne pouvait pas se résoudre à entrer dans la pièce. Des sourires, béats, extasiés même, comme s'ils avaient vu quelque chose de merveilleux juste avant de mourir.
Le médecin légiste n'a trouvé aucune cause de décès évidente. Pas de poison détectable, pas de blessure, rien. Leur cœur avait simplement cessé de battre. Tous en même temps. Lucien se pencha sur l'un des verres tombés, humant le liquide séché au fond. L'odeur était étrange, certainement du vin, mais avec quelque chose de sous-jacent, quelque chose de presque organique, comme du sang mêlé à de la terre. « Parlez-moi de ce vin » demanda-t-il. « Ce vin maudit dont murmurent les villageois. » Le visage de Corbin se ferma encore davantage. Il détourna le regard, fixant un point indéterminé dans le couloir. C'est une vieille histoire, une légende familiale que personne ne prenait vraiment au sérieux. Jusqu'à cette nuit, je vous écoute. Un long silence s'installa. Le vent dehors s'était levé, faisant gémir les volets. Dans la salle à manger, les ombres des candélabres dansaient sur les murs tachés, donnant l'impression que les empreintes de mains bougeaient. « Il faudrait que vous parliez à Madame Beaumont, » dit finalement Corbin, la vieille du village. Elle connaît l'histoire mieux que quiconque. Elle était déjà là quand le grand-père d'Augustin Delorme possédait ce domaine. Elle sait des choses que même la famille préférait oublier. Dans les puis-je la trouver? Au village de Montagne-la-Croix, à 3 kilomètres d'ici. Mais je vous préviens, inspecteur, elle ne parle pas facilement. Et ce qu'elle dira ne vous plaira pas. Lucien hocha la tête, notant mentalement de rendre visite à cette femme dès le lendemain. Pour l'instant, il devait examiner la scène plus en détail, relever des indices que les gendarmes locaux avaient peut-être manqués. « Montrez-moi les caves », ordonna-t-il. C'est là que cette fameuse bouteille était conservée, n'est-ce pas? L'expression de Corbin devint, si c'était possible, encore plus lugubre. Les caves. Oui, bien sûr. Mais, inspecteur, il y a quelque chose que je dois vous dire d'abord. Quelque chose que je n'ai dit à personne, même pas aux gendarmes. Quoi donc? Corbin avala difficilement sa salive, ses mains tremblant légèrement. La nuit du drame, j'étais dans mes quartiers, à l'aile ouest. J'ai entendu des sons venant de la salle à manger. D'abord des rires joyeux, presque enfantins, puis des chants, comme une mélopée, dans une langue que je ne reconnaissais pas. Et ensuite, il s'interrompit, le visage livide. Ensuite, pressa Lucien, le silence. Un silence absolu, puis un seul son, que je n'oublierai jamais. Les yeux de Corbin se fixèrent sur Lucien avec une intensité démente. Le bruit d'un bouchon de liège qu'on retire d'une bouteille. Et immédiatement après, un murmure. Non, des dizaines de murmures, comme si une foule invisible s'était soudainement matérialisée dans le château. « Et vous n'êtes pas venu voir ?» J'ai essayé. Corbin serra les poings, mais mes jambes refusaient de bouger. J'étais paralysé de terreur, inspecteur, une terreur primitive, animale, comme si chaque fibre de mon être me hurlait de ne pas m'approcher de cette pièce. J'ai attendu l'aube, prostré dans mes quartiers. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai trouvé le courage d'entrer, et j'ai découvert cela. Lucien absorba ces informations en silence. Le témoignage de Corbin était celui d'un homme profondément traumatisé, certes, mais il ne décela aucun signe de folie dans son regard, seulement de la peur, une peur authentique. « Les caves », répéta-t-il fermement. « Maintenant. » Corbin acquiesça faiblement et sortit de la pièce. Lucien le suivit, mais avant de refermer les portes de la salle à manger, il se retourna une dernière fois. Dans la lumière déclinante de l'après-midi qui filtrait à travers les fenêtres embuées, les taches sur la nappe semblaient former des motifs, presque comme des lettres d'un alphabet oublié, comme les fragments d'un message écrit dans un liquide qui n'était ni tout à fait du vin, ni tout à fait du sang. Et dans le silence épais du château, il crut entendre, très faiblement comme porté par un courant d'air inexistant, un murmure, un seul mot, répété comme une incantation, « buvez ». Il ferma brusquement les portes, le cœur battant. C'était son imagination. Ce devait être son imagination. Mais alors qu'il suivait Corbin vers les profondeurs du château, vers les caves où dormait le secret le plus sombre de Montrouge, Lucien Devraux sentit pour la première fois de sa carrière quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti face à une scène de crime. La certitude absolue qu'il n'était pas seul dans ce couloir, que quelque chose, ou quelqu'un, marchait juste derrière lui, invisible, mais terriblement présent, suivant chacun de ses pas avec une patience infinie, attendant. L'escalier qui menait aux caves était en pierre brute, humide et glissant, chaque marche usée par des siècles de passage. Corbin tenait une lanterne à huile qui projetait des ombres dansantes sur les murs de roches nues, et Lucien le suivait avec prudence, une main sur le mur froid pour garder l'équilibre.
L'air devenait progressivement plus frais, plus dense, chargé d'odeurs de moisissure, de terre humide et de ce parfum entêtant de vin qui semblait imprégner les pierres elles-mêmes. Le domaine de Montrouge produit du vin depuis 1703, expliqua Corbin, sa voix résonnant étrangement dans l'espace confiné. Le fondateur, Armand Delorme, avait acquis ces terres après la mort mystérieuse de leur propriétaire précédent, un noble ruiné du nom de Rochemont. On dit qu'Armand a acheté le domaine pour une bouchée de pain, car personne d'autre n'en voulait. Pourquoi? Des rumeurs, toujours des rumeurs dans ces campagnes. Des disparitions, des rituels païens, des choses que la bonne société ne devrait pas mentionner. Mais Armand était ambitieux, il ne croyait pas aux superstitions. Il voulait créer le meilleur vin de Bourgogne. Ils atteignirent le bas de l'escalier et pénétrèrent dans une première salle voûtée, une vaste cave où s'alignaient des tonneaux de chêne couverts de poussière et de toiles d'araignée. Certains portaient encore des dates gravées, 1821, 1834, 1856. Des décennies de récoltes oubliées, abandonnées à l'obscurité. « Et il y est parvenu ?» demanda Lucien, examinant les tonneaux. « Oh oui !» Un sourire sans joie traversa les lèvres de Corbin. Le vin de Montrouge devint célèbre dans toute la France. On disait qu'il avait un goût unique, incomparable, profond, complexe, presque vivant. Comme si chaque gorgée racontait une histoire. Les connaisseurs venaient de Paris, de Lyon, même de l'étranger pour goûter les cuvées d'Armand Delorme. Mais il y avait un prix. Corbin s'arrêta devant une porte de fer rouillée, presque dissimulée dans un renfoncement du mur. Armand devint obsédé par la perfection. Les récoltes ordinaires ne lui suffisaient plus. Il commença à expérimenter. Des méthodes étranges, des ajouts inhabituels dans le processus de fermentation. Lucien fronça les sourcils. Quel genre d'ajout? Corbin ne répondit pas immédiatement. Il sortit un trousseau de clés anciennes de sa poche, cherchant la bonne dans la faible lumière de la lanterne. Ses mains tremblaient légèrement. « Il existe un vieux grimoire, dit-il finalement, trouvant la clé et l'insérant dans la serrure qui grinça de protestation. Un manuscrit que j'ai vu une fois dans la bibliothèque d'Augustin Delorme, avant qu'il ne le fasse disparaître. Il datait du Moyen-Âge, peut-être même plus ancien. Il parlait de vin sacramental, de transsubstantiation, de la transformation du vin en quelque chose de plus que du vin. Vous parlez de rites religieux? Non, inspecteur. » Corbin tourna la clé, et la porte s'ouvrit dans un grincement métallique terrible. Je parle de rites qui imitent la religion, qui la pervertissent. Derrière la porte s'étendait un couloir étroit, taillé directement dans la roche, qui s'enfonçait dans les entrailles de la terre. L'air qui en sortait était glacial, et portait une odeur si forte que Lucien dut retenir une grimace. Non pas désagréable exactement, mais dérangeante, comme un mélange de cave à vin, de crypte et de quelque chose d'autre. Quelque chose de presque sucré, presque putride. Ils s'enfoncèrent dans le couloir, et Lucien remarqua que les murs ici étaient différents. Ils portèrent des gravures, des symboles qu'il ne reconnaissait pas, des figures géométriques entrelacées, des visages stylisés aux expressions extatiques. Certaines gravures étaient si anciennes qu'elles semblaient presque faire partie de la roche elle-même. « Ces caves ne datent pas de 1703, observa-t-il. Non, elles sont bien plus anciennes. On pense qu'elles étaient déjà là quand Armand a acheté le domaine. Peut-être était-elle un temple païen, un lieu de culte druidique. Personne ne sait vraiment. Mais Armand les a utilisées. Il a fait creuser plus profond, ajouter de nouvelles salles, et dans la plus profonde de toutes, ils débouchèrent dans une chambre circulaire aux proportions presque parfaites, une cathédrale souterraine éclairée maintenant uniquement par la lanterne de Corbin. Le plafond voûté disparaissait dans l'obscurité au-dessus d'eux. Les murs étaient recouverts de niches, des centaines de niches, chacune contenant une bouteille de vin recouverte de poussière et de toiles d'araignée. Certaines semblaient avoir des siècles. Mais ce qui attira immédiatement le regard de Lucien, ce fut l'autel de pierre au centre de la pièce. Un bloc rectangulaire, parfaitement taillé, sur lequel reposait une seule bouteille. Elle était différente des autres, plus sombre, presque noire, avec des reflets pourpres à la lumière de la lanterne. Le verre semblait épais, presque opaque, et le seau de cire rouge qui fermait le bouchon portait un symbole gravé, un symbole qui ressemblait étrangement à un cœur transpercé, d'où coulaient des gouttes stylisées. « Le vin maudit », murmura Corbin, et sa voix tremblait d'une terreur à peine contenue. Lucien s'approcha lentement, presque malgré lui. La bouteille exerçait une étrange fascination.
Elle semblait attirer le regard, le capturer. Et maintenant qu'il était plus proche, il pouvait voir que le verre n'était pas simplement noir. Il y avait des mouvements à l'intérieur, comme des volutes de fumée sombre qui tournoyaient lentement, indépendamment de toute agitation extérieure. « Henri Delorme l'a ouverte, dit-il. Ce n'était pas une question. C'est ce que tout le monde croit. Mais regardez, inspecteur. » Corbin éleva la lanterne. « Regardez le seau. » Lucien se pencha. Le seau de cire était intact, parfaitement intact. Pas la moindre fissure, pas la moindre marque d'effraction. C'est impossible, murmura-t-il. Si la bouteille n'a jamais été ouverte, c'est exactement le problème. Corbin recula d'un pas, comme s'il ne pouvait plus supporter la proximité de la bouteille. Les gendarmes l'ont vérifié. J'ai moi-même vérifié. Le seau est intact. Cette bouteille n'a jamais été ouverte. Et pourtant la famille est morte après avoir bu du vin. Du vin qui, selon votre témoignage, provenait d'une bouteille débouchée dans la salle à manger. Oui, alors soit il existe une autre bouteille, il n'y en a qu'une. Il n'y en a jamais eu qu'une. C'est écrit dans les archives de la famille, le vin maudit. Une seule bouteille, créée par Armand Delorme en 1703, lors de sa première récolte. La cuvée qui a fait la réputation de Montrouge et sa damnation. Lucien fit le tour de l'hôtel, observant la bouteille sous tous les angles. À la lumière mouvante de la lanterne, il sembla voir, pendant une fraction de seconde, quelque chose à l'intérieur du liquide sombre. Une forme. Presque comme un visage, bouche ouverte, hurlant silencieusement. Il recula brusquement, le cœur battant. « Que s'est-il passé en 1703 » demanda-t-il, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Qu'a fait exactement Armand Delorme pour créer ce vin ?» Corbin hésita longuement, comme s'il pesait les conséquences de ce qu'il s'apprêtait à révéler. « Il y avait une fille, » dit-il finalement. « Une jeune fille du village, 16 ans. Elle s'appelait Margot. Elle travaillait aux vendanges. Elle était belle, paraît-il, joyeuse, aimée de tous. Continuez. Elle a disparu pendant les vendanges de 1703, le jour même où Armand a commencé la fermentation de sa cuvée spéciale. On ne l'a jamais retrouvée. Les villageois ont accusé Armand, mais il n'y avait aucune preuve. Et il était puissant, protégé. L'affaire a été étouffée. Le silence retomba dans la cave, un silence épais et oppressant. Lucien sentait la présence de la bouteille derrière lui, comme un regard fixé sur sa nuque. Vous pensez qu'il l'a tué, qu'il a utilisé son sang dans le vin. Je ne pense rien, inspecteur. Je ne fais que répéter ce que murmurent les vieilles femmes du village depuis 175 ans. Corbin se tourna vers la sortie. Mais ce que je sais, c'est que cette bouteille ne devrait jamais être ouverte. C'est ce que disait Augustin. C'est ce que disaient tous les maîtres de Montrouge avant lui. Cette bouteille contient quelque chose qui ne doit pas être libéré. Et Henri ne l'a pas écouté. Henri était différent, moderne. Il était allé à Paris, avait étudié les sciences. Il se moquait des vieilles superstitions. Il disait que son arrière-arrière-grand-père était un charlatan, que toute cette histoire n'était qu'une légende pour effrayer les domestiques. Alors pourquoi l'aurait-il ouverte? Pour prouver un point. Corbin se retourna, et dans la lumière de la lanterne, son visage semblait celui d'un homme hanté. La veille du drame, il y avait eu une dispute, terrible. J'ai entendu des éclats de voix venant de la bibliothèque. Augustin suppliait son fils de ne pas toucher à la bouteille, de respecter les vœux des ancêtres. Mais Henri riait. Il disait qu'il allait enfin révéler la supercherie, qu'il boirait ce vin devant toute la famille et prouverait qu'il n'y avait rien de maudit là-dedans. Et le lendemain? Le lendemain, ils étaient tous morts. Lucien resta silencieux un long moment, digérant ces informations. Puis il sortit un carnet de sa poche et nota rapidement des détails. La lumière de la lanterne vacilla soudain, comme agitée par un souffle invisible, et les ombres sur les murs dansèrent de manière inquiétante. « Je vais devoir examiner cette bouteille, » dit-il finalement. « L'affaire analysée par des experts. » Non, la voix de Cor Tantar, Novamente, à continuer Bin était catégorique, presque désespérée. « Non, inspecteur, je vous en supplie, ne touchez pas à cette bouteille, ne la déplacez pas. Ne la... » Un bruit retentit soudain dans les profondeurs de la cave, un bruit comme le souffle d'un vent dans un tunnel, mais il n'y avait pas de vent ici. Puis, très distinctement, ils entendirent un murmure. Pas un mot compréhensible, mais un son presque mélodieux, comme une voix lointaine qui chantonne une berceuse. Cela semblait venir de partout à la fois, des murs, du plafond, de la bouteille elle-même.
Corbin devint livide. « Il faut partir, maintenant. » Qu'est-ce que c'était? « Je ne sais pas et je ne veux pas savoir. S'il vous plaît, inspecteur, partons. » Lucien voulut protester, mais quelque chose dans l'urgence absolue de la voix de Corbin le convainquit. Ils quittèrent la chambre circulaire d'un pas rapide, presque une course, remontant le couloir étroit. Derrière eux, le murmure sembla s'intensifier, se multiplier, comme si des dizaines de voix invisibles s'étaient jointes à la première. Et juste avant qu'ils ne franchissent la porte de fer, Lucien entendit distinctement, si distinctement qu'il ne pouvait s'agir d'une illusion, un rire. Un rire de jeune fille, cristallin et joyeux, qui résonna dans les caves comme une moquerie éternelle. Ils refermèrent la porte de fer brutalement, et Corbin la verrouilla avec des mains tremblantes. Dans le silence relatif de la première cave, ils reprirent leur souffle, le cœur battant. « Vous l'avez entendu, dit Corbin. Ce n'était pas une question. » Lucien ne répondit pas immédiatement. Son esprit rationnel cherchait désespérément une explication. Un courant d'air, une distorsion acoustique, le stress de la situation créant des hallucinations auditives partagées. Mais au fond de lui, dans un endroit qu'il s'était toujours refusé d'écouter, il savait. Il savait qu'il venait d'entendre quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Quelque chose qui attendait, patiente et affamée, dans les profondeurs de Montrouge. « Demain, dit-il d'une voix qu'il voulut ferme, j'irai voir Madame Beaumont. Elle va me raconter toute l'histoire. Depuis le début. » Corbin hocha la tête faiblement. « Que Dieu vous accompagne, inspecteur, parce que dans ce château, je ne suis pas certain qu'il puisse encore vous entendre. » Ils remontèrent l'escalier en silence, laissant derrière eux les caves et leurs secrets. Mais alors qu'ils atteignaient le rez-de-chaussée, Lucien se retourna une dernière fois vers l'obscurité d'où il venait. Et pendant un instant fugace, si fugace qu'il ne fut jamais certain de l'avoir vraiment vu, il crut apercevoir une lueur rouge qui pulsait doucement dans les profondeurs, comme un cœur qui bat dans les ténèbres, un cœur fait de vin et de sang, un cœur qui attendait d'être libéré. La nuit tomba sur Montrouge avec une rapidité troublante, comme si le soleil fuyait volontairement ce lieu maudit. Corbin avait installé Lucien dans l'une des chambres d'invités de l'aile est, une pièce austère mais confortable, avec un lit à baldaquin, une armoire de noyer sombre et une fenêtre donnant sur les vignobles fantomatiques enveloppés de brume. « Je dors dans l'aile opposée », avait expliqué l'intendant en posant la lanterne sur la table de nuit. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit » Il hésita. « En fait, inspecteur, si vous entendez quoi que ce soit pendant la nuit, je vous conseille de rester dans votre chambre, de verrouiller la porte et de ne pas sortir avant l'aube. » Des bruits? Quel genre de bruit? Corbin avait évité son regard. Des pas, dans les couloirs, alors qu'il n'y a plus personne pour marcher. Des portes qui s'ouvrent et se ferment. Des voix qui murmurent dans des pièces vides. Depuis cette nuit-là, le château n'est plus tout à fait silencieux. Sur ces paroles peu rassurantes, il avait laissé Lucien seul. L'inspecteur passa la première heure à organiser ses notes, relisant le rapport initial de la gendarmerie, comparant les témoignages contradictoires des rares personnes qui avaient vu la scène du crime. Mais au fur et à mesure que la nuit s'épaississait, il trouvait de plus en plus difficile de se concentrer. Le silence du château n'était pas vraiment du silence. C'était une absence de son qui semblait presque palpable, presque vivante, comme si quelque chose retenait son souffle. Vers minuit, il éteignit sa lampe et se coucha, épuisé par le voyage et les émotions de la journée. Le lit était étonnamment confortable, les draps frais et parfumés de lavande, mais le sommeil ne venait pas. Il restait allongé dans l'obscurité, les yeux ouverts, écoutant malgré lui les craquements nocturnes du vieux bâtiment. Et puis, il l'entendit, d'abord très faiblement, presque imperceptible, le son de pas dans le couloir. Pas rapide, régulier, le genre de pas qu'on entend quand quelqu'un marche avec un but précis, sans hésitation. Lucien se redressa dans le lit, tous les sens en alerte. Les pas approchaient. Ils s'arrêtèrent devant sa porte. Un long silence. Puis, lentement, la poignée commença à tourner. « Qui est là ?» appela Lucien, sa main cherchant instinctivement le revolver qu'il gardait toujours dans sa valise près du lit. La poignée s'immobilisa. Les pas reprirent, s'éloignant dans le couloir, puis s'estompèrent complètement. Lucien attendit, le cœur battant, le revolver maintenant en main. 5 minutes passèrent. 10. Rien. Contre toute prudence, ou peut-être précisément parce qu'il était un homme qui avait passé sa vie à affronter ce qu'il ne comprenait pas, il se leva, enfila sa robe de chambre et ouvrit doucement la porte. Le couloir était plongé dans l'obscurité
éclairée seulement par la faible lueur de la lune qui filtrait à travers les hautes fenêtres aux extrémités. Des ombres épaisses s'accumulaient dans les recoins, mais il n'y avait personne. Lucien avança prudemment, le revolver à la main, suivant la direction qu'avaient prise les pas. Le parquet craquait sous ses pieds et chaque son semblait amplifié dans le silence nocturne. Il passa devant les portes closes des autres chambres, toutes vides depuis des semaines. Puis il arriva au bout du couloir où un escalier secondaire menait au rez-de-chaussée. Et là, il s'arrêta net, une lumière, une faible lueur orange qui venait d'en bas, dansante comme celle d'une bougie. Et avec cette lumière, un son qu'il reconnut immédiatement, le murmure. Ce même murmure qu'il avait entendu dans les caves, mais maintenant plus proche, plus distinct. Il descendit les marches avec une précaution extrême, son arme pointée devant lui. La lueur provenait de la salle à manger, la porte était entr'ouverte et la lumière d'une bougie tremblotait à l'intérieur. Lucien poussa la porte. La scène qui s'offrit à lui allait le hanter pour le reste de ses jours. La table était mise comme pour un dîner. 7 couverts parfaitement disposés, 7 assiettes de porcelaine fine, 7 verres de cristal remplis d'un liquide rouge sombre qui semblait briller de l'intérieur. Et au centre de la table, trônant comme une obscène pièce maîtresse, se trouvait la bouteille du vin maudit. Le seau de cire était brisé, le bouchon gisait sur la nappe, et du goulot ouvert s'échappait une vapeur pourpre qui s'élevait lentement dans l'air immobile, formant des volutes qui semblaient presque dessiner des formes, des visages, des mains tendues, des silhouettes dansantes. « Non », murmura Lucien, glacé d'horreur, « c'est impossible. » Il avait vu cette bouteille dans les caves quelques heures plus tôt. Le seau était intact. Corbine avait verrouillé la porte de fer. Il aurait été impossible pour quiconque de descendre, de prendre la bouteille et de la remonter ici sans être entendu. Et pourtant, elle était là. Le murmure s'intensifia. Maintenant, Lucien pouvait presque distinguer des mots, ou ce qui ressemblait à des mots dans une langue qu'il ne connaissait pas, quelque chose d'ancien et de guttural, quelque chose qui précédait le français, le latin, peut-être même le langage humain lui-même. Et puis, il les vit. Les ombres sur les murs commencèrent à bouger. Non pas de la manière dont les ombres bougent naturellement, avec une source de lumière changeante, mais de manière indépendante, comme si elles avaient leur propre volonté. Elles se détachèrent lentement des murs, devenant plus définies, plus solides. 7 silhouettes. Un homme âgé aux épaules voûtées, une femme en robe de soirée élégante, un jeune homme aux traits aristocratiques, une jeune fille aux longs cheveux, un enfant, et 2 autres formes plus âgées, un couple qui se tenait par la main, la famille Delorme. Ils ne le regardèrent pas. Leurs yeux, si on pouvait appeler ça des yeux, étaient fixés sur les verres devant eux, sur le liquide rouge qui ondulait doucement malgré l'absence de tout mouvement. Et tous souriaient. Ce même sourire béat, extatique, que Lucien avait vu dans les descriptions du rapport médical. « Buvez avec nous », murmura l'une des silhouettes, et sa voix sembla venir de très loin, comme de l'autre côté d'un gouffre infini. « Goûtez ce que nous avons goûté, voyez ce que nous avons vu. Vous n'êtes pas réel, » dit Lucien, sa voix tremblant malgré lui, son revolver pointé vers les apparitions. « Vous êtes mort. »« Mort ?» Le rire qui suivit n'avait rien d'humain. « Nous sommes plus vivants que nous ne l'avons jamais été. Nous sommes éternels. Nous sommes le vin. Le vin est nous. » La silhouette qui devait être Henri Delorme, l'homme aux traits aristocratiques, se tourna enfin vers Lucien. Son visage était flou, comme vu à travers un verre dépoli, mais ses yeux étaient clairs et terribles. Des yeux remplis d'une connaissance qui ne devrait jamais appartenir aux mortels. « Vous cherchez la vérité, inspecteur, » dit Henri. « La vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Voulez-vous vraiment la connaître? Voulez-vous vraiment comprendre ce que nous avons découvert dans cette bouteille? Dites-moi, » réussit à articuler Lucien, fasciné malgré sa terreur. « Le vin est la vie, » murmura Henri. C'est ce qu'a compris Armand. Le vin est fermentation, transformation, mort et renaissance. Il a pris une vie, une jeune vie pleine de joie et de promesses, et l'a transformée. Pas simplement son sang dans le vin, inspecteur, mais son âme, sa conscience. Tout ce qu'elle était, piégée dans le liquide, préservée dans l'alcool et les tanins, attendant pendant 175 ans. « Margot », murmura Lucien, se souvenant de l'histoire racontée par Corbin. « Margot ». Le sourire d'Henri s'élargit, devenant quelque chose qui n'avait plus rien d'humain. Elle attendait,
Elle grandissait, elle se nourrissait de chaque personne qui descendait dans les caves, qui passait près de sa prison de verre. Des bribes de vie, des fragments d'âme. Et quand nous l'avons enfin libérée, ô inspecteur, quand nous avons brisé ce seau et porté le vin à nos lèvres, qu'avez-vous vu? Tout. Les autres silhouettes parlèrent à l'unisson, leurs voix se superposant en une harmonie discordante. Nous avons vu tout ce qu'elle avait vu pendant toutes ces années, chaque moment de sa captivité, chaque pensée, chaque cri silencieux, et elle était magnifique, inspecteur. Sa douleur était exquise, sa rage, sublime, sa faim, insatiable. Lucien recula d'un pas puis d'un autre. Vous avez été possédé, possédé. Le rire reprit, maintenant venant de toutes les silhouettes. Non, inspecteur, nous avons été libérés, libérés des limites pathétiques de notre existence mortelle. Nous sommes maintenant partis d'elle, et elle est partie de nous pour toujours. La vapeur pourpre qui s'élevait de la bouteille se fit plus épaisse, plus opaque. Elle commença à prendre forme, la forme d'une jeune fille aux cheveux longs, au visage d'une beauté terrible, aux yeux emplis d'une malveillance vieille de plusieurs siècles. « Buvez », dit cette nouvelle apparition, et sa voix était à la fois celle d'une enfant et celle de quelque chose d'infiniment ancien. « Joignez-vous à nous, devenez éternels, ou partez, et passez le reste de votre misérable vie à savoir ce que vous avez refusé. » Lucien fit un pas de plus en arrière, son revolver toujours pointé mais parfaitement inutile, contre ce qui se trouvait devant lui. Puis, dans un sursaut de volonté, il se retourna et courut. Il courut à travers les couloirs, ses pas résonnant follement, poursuivi par les rires qui semblaient venir de partout à la fois. Il grimpa l'escalier 4 à 4, atteignit sa chambre, claqua la porte et la verrouilla. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Il s'effondra contre la porte, haletant, le revolver serré dans sa main tremblante. De l'autre côté de la porte, le silence était retombé, un silence épais, expectant. Puis, très doucement, une voix murmura « Nous attendrons. Nous avons tout notre temps. L'éternité même. » Lucien resta prostré contre la porte jusqu'à l'aube, ne dormant pas, n'osant pas bouger. Et quand les premières lueurs du jour filtrèrent enfin à travers la fenêtre, il se leva avec une seule pensée claire dans son esprit. Il devait parler à Madame Beaumont, il devait comprendre. Et surtout, il devait trouver un moyen de mettre fin à cette abomination, avant que le vin maudit ne réclame d'autres âmes. L'aube se leva sur Montagne-la-Croix comme une bénédiction fragile. Lucien avait quitté le château dès que la lumière du jour fut suffisante, refusant même le petit déjeuner que Corbin lui avait préparé. L'intendant n'avait posé aucune question, en voyant le visage livide de l'inspecteur, ses mains tremblantes, ses yeux cernés. Il avait simplement hoché la tête avec l'air de quelqu'un qui comprend parfaitement. Madame Beaumont habite la dernière maison du village, celle avec les volets bleus, avait-il dit. Elle vous attend probablement déjà. Elle sait toujours quand quelqu'un a besoin d'entendre l'histoire. Le village de Montagne-la-Croix était un assemblage de maisons de pierre, aux toits de tuiles rousses, blotties autour d'une petite église romane dont le clocher pointait vers un ciel désormais dégagé. Les rues étaient désertes en cette heure matinale, mais Lucien sentait des regards derrière les rideaux, des présences qu'il observait avec méfiance. Un étranger venant du château maudit n'était pas le bienvenu ici. Il trouva facilement la maison aux volets bleus, une petite bâtisse au bout d'une ruelle pavée. Avant même qu'il ne frappe, la porte s'ouvrit. Madame Beaumont était une femme très âgée, 90 ans peut-être, voire plus, mais son regard était vif, perçant, d'un bleu délavé, qui semblait voir à travers les apparences. Elle était toute menue, vêtue de noir comme le sont les veuves de province, ses cheveux blancs tirés en un chignon serré. Mais ce qui frappait le plus, c'était l'expression de son visage. Un mélange de tristesse profonde et de résignation, comme si elle avait passé sa vie à porter un fardeau trop lourd. « Entrez, inspecteur Devrault, dit-elle d'une voix étonnamment ferme. J'ai préparé du café, vous en aurez besoin. » L'intérieur était simple et propre, sentant la cire d'abeille et la lavande. Un feu brûlait dans la cheminée malgré la saison, car les vieilles ont toujours froid. Madame Beaumont lui servit un café fort et noir dans une tasse de faïence, puis s'assit en face de lui, dans un fauteuil de bois usé. « Vous avez vu quelque chose ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. Lucien but une gorgée de café, essayant de rassembler ses pensées, de trouver les mots pour décrire l'impossible. « J'ai vu des ombres, des formes, la famille Delorme, ou ce qui reste d'eux, et j'ai vu la bouteille, ouverte.
alors qu'elle devrait être scellée dans les caves. Madame Beaumont hocha lentement la tête, sans surprise. Elle se déplace, vous savez, la bouteille. Elle n'a jamais vraiment été prisonnière de ces caves. C'est nous qui sommes prisonniers d'elle. Elle va où elle veut, quand elle veut. Elle choisit qui va la boire. Vous parlez comme si cette bouteille était vivante. Elle l'est. Le regard de la vieille femme se perdit dans les flammes. Elle l'est depuis ce jour terrible de 1703, quand Armand Delorme a commis l'impensable. « Racontez-moi, » demanda Lucien. « Racontez-moi tout, depuis le début. » Madame Beaumont resta silencieuse un long moment, comme si elle rassemblait des souvenirs enfouis depuis des décennies. Puis elle commença, sa voix prenant un ton presque hypnotique. « Je n'étais qu'une enfant alors, mais je me souviens. Tout le village se souvient, même si personne n'ose en parler. Margot était ma sœur aînée. » Lucien sursauta. « Votre sœur ?»« Ma sœur. » Un sourire triste passa sur les lèvres de la vieille femme, belle, joyeuse, pleine de vie. Elle avait 16 ans cet automne-là, et elle travaillait aux vendanges de Montrouge comme nous tous. Armand Delorme l'avait remarqué. Il la regardait avec des yeux qui ne voyaient pas une personne, mais une chose qu'il pouvait utiliser. Elle se leva péniblement et se dirigea vers une armoire dont elle sortit une boîte de bois verni. À l'intérieur se trouvaient de vieux papiers jaunis, des lettres et un portrait miniature sur ivoire. Elle tendit le portrait à Lucien. C'était le visage d'une jeune fille aux cheveux noirs bouclés, aux yeux noirs pétillants, au sourire radieux. Un visage plein de vie et d'innocence, le même visage qu'il avait vu la nuit précédente, transformé en quelque chose de terrible. Les vendanges de 1703 furent exceptionnelles, continua Madame Beaumont, rangeant précieusement le portrait. Le meilleur raisin qu'on ait vu en une génération. Armand disait que c'était un signe, que cette année serait celle qui ferait sa fortune, mais il cherchait plus que la fortune, inspecteur. Il cherchait l'immortalité. L'immortalité. Il avait trouvé ce manuscrit dans les caves, ce grimoire dont Corbin vous a sûrement parlé, un livre ancien, peut-être écrit par les druides qui habitaient ces terres avant même les Romains. Il parlait de vin sacré, de vin qui pourrait préserver non seulement le corps, mais l'âme, de vin qui pourrait donner la vie éternelle à celui qui saurait le créer correctement. Elle se rassit, ses mains tremblant légèrement. Le rituel exigeait un sacrifice. Une vie jeune, pure, offerte volontairement ou prise de force pendant la pleine lune des vendanges. Le sang devait être mélangé au mou au moment exact de la fermentation, accompagné de paroles dans la langue ancienne. Et l'âme de la victime serait piégée dans le vin, lui donnant des propriétés extraordinaires. Et Armand a fait cela. Il l'a fait. Les yeux de Madame Beaumont se remplirent de larmes qu'elle ne laissa pas couler. Le dernier jour des vendanges, il a demandé à Margot de rester après les autres pour l'aider à ranger les pressoirs. Elle ne s'est pas méfiée. Pourquoi l'aurait-elle fait? C'était le maître du domaine, un homme respectable. Elle n'est jamais revenue. Notre mère l'a cherchée toute la nuit, puis tout le jour suivant. Nous avons fouillé les vignes, les bois, le village. Rien, comme si elle s'était évaporée. Et pendant ce temps, dans les caves de Montrouge, Armand Delorme terminait sa création. Personne n'a rien fait. Que pouvions-nous faire? Le ton de Madame Beaumont se durcit. Nous étions des paysans. Lui était un noble, protégé par d'autres nobles. J'ai accusé, crié, supplié le curé d'intervenir. Mais il n'y avait aucune preuve. Le corps de Margot n'a jamais été retrouvé. Et une semaine plus tard, Armand a présenté sa nouvelle cuvée aux négociants de Beaune. Un vin extraordinaire, disait-il, d'une profondeur, d'une complexité inégalée. Un vin qui semblait vivant. Il est devenu riche et célèbre. Et ma sœur était devenue du vin. Le silence retomba dans la petite pièce, brisé seulement par le crépitement du feu. Lucien sentait son estomac se nouer. Mais Armand n'a jamais bu son propre vin, continua Madame Beaumont. Il le gardait précieusement, l'exhibait aux visiteurs comme son chef-d'œuvre, mais refusait toujours d'en déboucher la bouteille. Il disait qu'elle était trop précieuse, qu'elle devait être préservée pour les générations futures, parce qu'il savait ce qu'elle contenait vraiment. Oui, et avant de mourir, il a fait jurer à son fils de ne jamais l'ouvrir. Ce serment a été transmis de génération en génération. Jusqu'à Henri, qui ne croyait pas aux superstitions. Qui ne croyait pas aux superstitions, répéta-t-elle amèrement. Les jeunes sont toujours si certains que leurs ancêtres étaient des fous. Ils pensent que la science moderne a réponse à tout. Mais il y a des choses, inspecteur, des choses que la science ne pourra jamais expliquer, des choses qui appartiennent à un monde plus ancien, plus sombre. Lucien réfléchit à tout ce qu'il venait d'entendre. Une partie de lui,
La partie rationnelle, formée à la logique et à la déduction, voulait rejeter tout cela comme du folklore superstitieux. Mais après ce qu'il avait vu la nuit précédente, que s'est-il passé exactement quand Henri a ouvert la bouteille ? Demanda-t-il. Personne ne le sait vraiment, mais je peux deviner. Madame Beaumont se pencha en avant. Pendant 175 ans, Margot était prisonnière. 175 ans à être consciente, mais incapable de bouger, de parler, de vivre. Sa rage a grandi, sa faim aussi. Et quand le seau a enfin été brisé, quand son essence s'est répandue dans l'air et dans les verres de ceux qui l'ont bu, elle les a pris. Elle les a dévorés. Corps, âme, tout. Elle s'est nourrie de leur vie comme Armand s'était nourri de la sienne. Et maintenant, ils sont comme elle, piégés entre deux mondes, ni vivants ni morts, des ombres qui imitent la vie. Mais la bouteille, Lucien fronça les sourcils. Comment la bouteille peut-elle être à nouveau scellée? Comment peut-elle se déplacer? Parce que la bouteille n'est pas une simple bouteille, inspecteur. C'est un réceptacle, un portail. Et maintenant qu'elle a goûté à nouveau à la vie, elle a faim. Elle cherchera toujours d'autres âmes à dévorer. Elle se présentera à ceux qui sont curieux, arrogants, désespérés. Elle leur murmurera des promesses. Et certains, comme les Delorme, seront assez fous pour l'écouter. Lucien se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, le village semblait paisible sous le soleil matinal. Mais il savait maintenant que cette paix était illusoire, qu'à quelques kilomètres de là, dans le château de Montrouge, quelque chose d'ancien et de maléfique attendait sa prochaine victime. « Comment peut-on l'arrêter » demanda-t-il. « Comment peut-on détruire cette chose » Madame Beaumont secoua lentement la tête. « On ne peut pas. Beaucoup ont essayé au fil des ans. Des prêtres ont tenté des exorcismes. Des hommes courageux ont voulu détruire la bouteille. Tous ont échoué. Certains sont morts. D'autres sont devenus fous. La bouteille est indestructible parce qu'elle n'est pas vraiment matérielle. Elle est une manifestation de quelque chose de plus profond, de plus ancien. Alors il n'y a aucun espoir. Il y a toujours un espoir, inspecteur, mais il exige un prix terrible. Elle le regarda intensément. Margot n'a jamais voulu devenir ce qu'elle est. Elle était innocente, victime. Si quelqu'un pouvait lui parler, vraiment lui parler. Pas à la chose qu'elle est devenue, mais à ce qui reste de la jeune fille qu'elle était. Peut-être pourrait-elle trouver le repos. Peut-être pourrait-elle lâcher prise. Comment? En buvant le vin. Le silence qui suivit fut assourdissant. C'est le seul moyen de vraiment communiquer avec elle, d'entrer dans son monde. Mais celui qui fait cela risque de ne jamais revenir, ou pire, de revenir changé, de devenir comme les Delorme, une ombre éternelle, ni vivante, ni morte. Lucien sentit un frisson glacé le parcourir. « Vous me demandez de sacrifier ma propre âme. »« Je ne vous demande rien, inspecteur. » Madame Beaumont se leva péniblement. « Je vous dis simplement la vérité. Le choix vous appartient. Vous pouvez partir maintenant, retourner à Paris, rédiger un rapport vague qui ne conclura rien. Les autorités finiront par classer l'affaire. Le château restera vide. Et dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, quelqu'un d'autre sera assez curieux ou assez fou pour entrer dans ces caves. Et l'histoire se répétera. » Elle ouvrit un tiroir et en sortit un objet qu'elle tendit à Lucien. C'était un médaillon en argent terni, au bout d'une chaîne. À l'intérieur se trouvait une mèche de cheveux noirs. Ceci appartenait à Margot. Si vous décidez d'affronter ce qui se trouve dans ce château, prenez-le. Montrez-le lui. Rappelez-lui qui elle était avant qu'Armand Delorme ne la transforme en monstre. Peut-être que cela éveillera quelque chose en elle, quelque chose d'humain. Lucien prit le médaillon, sentant le poids du métal froid dans sa paume. C'était un objet si simple, si ordinaire. Et pourtant, il représentait peut-être le seul espoir de mettre fin à cette malédiction. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-il. « Pourquoi me donner ceci après toutes ces années ?» Le sourire de Madame Beaumont était infiniment triste. « Parce que j'ai 92 ans, inspecteur. Je serai bientôt morte. Et avant de partir, j'aimerais savoir que ma sœur, mon unique sœur, a enfin trouvé la paix qu'on lui a volée, même si cela signifie qu'un étranger doit risquer sa vie pour elle. » Elle le raccompagna jusqu'à la porte. Avant qu'il ne parte, elle posa une main tremblante sur son bras. « Si vous réussissez, inspecteur, si vous parvenez à la libérer, dites-lui que je lui ai pardonné. Dites-lui que je ne l'ai jamais oubliée. Dites-lui qu'elle peut enfin rentrer à la maison. » Lucien hocha la tête, incapable de parler.
Il serra le médaillon dans sa main et s'éloigna dans les ruelles ensoleillées du village, portant maintenant non seulement le poids de l'enquête, mais celui d'une promesse qu'il n'était pas certain de pouvoir tenir. Crépuscule tombait à nouveau sur Montrouge quand Lucien franchit les grilles du château. Cette fois, il n'avait pas peur. Ou plutôt, sa peur était transcendée par quelque chose de plus fort, un sens du devoir peut-être, ou simplement l'incapacité d'un homme à laisser une injustice impunie, même vieille de près de 2 siècles. Corbin l'attendait sur le perron, le visage grave. « Vous êtes revenu, dit-il simplement. « Je suis revenu. Madame Beaumont vous a parlé. Elle m'a parlé. » Lucien montra le médaillon, et elle m'a donné ceci. Les yeux de Corbin s'écarquillèrent en reconnaissant l'objet. Le médaillon de Margot, mon Dieu! Je pensais qu'il avait été perdu depuis des générations. Conduisez-moi aux caves, Corbin. Une dernière fois. L'intendant hésita, ses mains se tordant nerveusement. Vous allez le faire, n'est-ce pas? Vous allez boire le vin. C'est le seul moyen. Vous êtes fou, inspecteur, ce vin a tué 7 personnes. Non. Lucien secoua la tête. Ce vin a piégé 7 personnes. Il y a une différence. Et si Madame Beaumont a raison, si Margot est toujours là-dedans quelque part, alors peut-être puis-je la convaincre de les libérer. Tous. Et si vous échouez? Si vous devenez comme eux? Lucien sourit tristement. Alors vous ferez ce que personne n'a encore eu le courage de faire. Vous brûlerez ce château jusqu'aux fondations. Vous ensevelirez les caves. Vous ferez tout ce qui est nécessaire pour que cette bouteille ne puisse plus faire de mal. Il sortit une lettre de sa poche et la tendit à Corbin. J'ai écrit à la préfecture. Si je ne donne pas de nouvelles dans 3 jours, ils enverront une unité, des hommes armés, des experts. Ils trouveront un moyen. Mais je préférerais que cela ne soit pas nécessaire. Corbin prit la lettre avec des mains tremblantes, puis hocha lentement la tête. Que Dieu vous accompagne, inspecteur Devereux. Vous êtes soit le plus courageux, soit le plus fou des hommes que j'ai jamais rencontrés. Peut-être les deux. Ils descendirent ensemble dans les caves, retraçant le chemin que Lucien avait emprunté la veille. L'air froid et humide l'enveloppa à nouveau, mais cette fois, il n'avait pas peur. Il avait un but, une mission. Corbin ouvrit la porte de fer et ils pénétrèrent dans la chambre circulaire. La bouteille était là, sur son autel de pierre. Le seau de cire était intact, comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Mais Lucien savait maintenant que c'était une illusion. Cette bouteille existait dans un état de flux constant, se manifestant là où elle voulait, quand elle voulait. « Laissez-moi seul, » dit-il à Corbin. « Inspecteur, s'il vous plaît, si quelque chose tourne mal, je ne veux pas que vous soyez ici. Remontez. Verrouillez la porte. Attendez l'aube. » Après un long moment d'hésitation, Corbin hocha la tête. Il posa la lanterne sur le sol de pierre et remonta l'escalier sans se retourner. Le son de ses pas s'estompa, puis vint le grincement de la porte de fer qui se refermait. Lucien était seul. Il s'approcha de la bouteille, sortant le médaillon de sa poche. À la lumière tremblante de la lanterne, le verre noir semblait luire de l'intérieur, comme s'il contenait une source de lumière propre. « Margot, » dit-il à voix haute, sentant le ridicule de parler à une bouteille de vin. « Margot Beaumont, je sais que tu es là-dedans. Je sais ce qu'Armand Delorme t'a fait. Et je sais que tu as souffert pendant si longtemps. Le silence dans la cave était total. Ta sœur m'a envoyé. » Il éleva le médaillon. « Elle ne t'a jamais oublié. Elle t'aime encore. Et elle veut que tu trouves la paix. » Un murmure commença à s'élever, très faible d'abord, puis de plus en plus distinct. Et dans ce murmure, Lucien crut entendre un sanglot, le sanglot d'une jeune fille qui avait pleuré pendant presque 2 siècles. La bouteille commença à briller plus intensément. Le seau de cire se fissura puis tomba. Le bouchon s'éleva de lui-même comme poussé par une force invisible. Une vapeur pourpre s'échappa du goulot, tourbillonnant dans l'air immobile, et dans cette vapeur, elle apparut, Margot. Non pas le monstre qu'il avait vu la nuit précédente, mais la jeune fille du portrait, belle, fragile, terrifiée. Ses yeux noirs le fixèrent avec un mélange de confusion et d'espoir désespéré. « Qui êtes-vous » Sa voix était comme le vent dans les feuilles mortes. « Je suis Lucien Devereux, un inspecteur. Je suis venu pour t'aider. » « M'aider » Un rire amer, presque hystérique. « Personne ne peut m'aider. Je suis damné. Je suis devenu ce que j'ai toujours haï. Un monstre. Un démon. Tu étais une victime. J'étais. Mais maintenant j'ai tué. J'ai dévoré des âmes innocentes. Les Delorme. Ils ne voulaient que me libérer, et je les ai piégés avec moi dans cette prison éternelle.
Comment puis-je être pardonné? Lucien s'approcha, le médaillon tendu devant lui. Ta sœur t'a déjà pardonné. Elle sait que rien de tout cela n'était ta faute. Et les Delorme? Il marqua une pause. Ils ont choisi d'ouvrir la bouteille malgré les avertissements. Ils portent leur part de responsabilité. Mais toi, Margot, tu n'as jamais eu le choix. Les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes spectrales. J'ai tellement mal, depuis si longtemps. La faim ne s'arrête jamais. Le besoin de vie, de chaleur, de tout ce qui m'a été volé, je sais. Lucien prit une profonde inspiration. C'est pourquoi je vais boire le vin. Je vais entrer dans ton monde. Et ensemble, nous trouverons un moyen de mettre fin à cela. Non! La forme de Margot sembla paniquer. Si vous faites cela, vous serez piégés comme moi, comme eux. Pour toujours. Peut-être. Ou peut-être que si nous unissons nos forces, nous pourrons briser la malédiction de l'intérieur. Il sourit tristement. Je ne suis pas un héros, Margot. Je suis juste un homme qui ne peut pas laisser une injustice impunie, même si cela me coûte tout. Il s'approcha de l'autel, prit la bouteille. Le verre était froid, presque glacé, mais il sembla pulser sous ses doigts, comme s'il avait un pouls. « Montre-moi qui tu es vraiment, » murmura-t-il. Pas le monstre, la jeune fille. Il porta la bouteille à ses lèvres et but. Le liquide était à la fois glacé et brûlant, sucré et amer, vivant et mort. Il coula dans sa gorge comme du feu liquide, et immédiatement, le monde autour de lui commença à se dissoudre. La cave disparut, la lanterne s'éteignit, et Lucien tomba dans un abîme de ténèbres pourpres, de murmures sans fin, de visages qui hurlaient silencieusement. Il tomba dans le vin lui-même, dans la prison de Margot. Et là, dans cet espace impossible qui n'était ni vie ni mort, il vit enfin la vérité complète de ce qui s'était passé dans ce château. Il vit Armand Delorme accomplir son rituel terrible. Il vit Margot mourir lentement, son sang se mélangeant au mou, son âme se dissolvant dans l'alcool. Il sentit sa terreur, sa douleur, sa rage grandissante au fil des décennies, des siècles. Il vit aussi les Delorme boire le vin, leurs âmes arrachées de leur corps et aspirées dans la bouteille. Il vit leur joie initiale, car le vin promettait l'extase, l'éternité, se transformer en horreur quand ils comprirent qu'ils étaient piégés, conscients mais impuissants, fantômes dans une prison de verre. Et il vit Margot, seule au centre de tout cela, pleurant pour un soulagement qui ne venait jamais. « Je suis désolé », murmura-t-il dans le vide. « Je suis tellement désolé pour ce qui t'est arrivé. » La voix de Margot résonna tout autour de lui, venue de partout et de nulle part. « Pourquoi êtes-vous venu ? Pourquoi avez-vous fait cela ? Parce que tout le monde mérite de reposer en paix, même toi, surtout toi. » Un silence. Puis, « Il y a un moyen de nous libérer tous, mais il exige que quelqu'un reste. Quelqu'un doit ancrer la bouteille, la tenir fermée de l'intérieur pendant que les autres s'échappent. Quelqu'un doit prendre ma place. » Lucien comprit immédiatement ce qu'elle voulait dire. « Moi, oui, vous deviendrez ce que je suis. Prisonnier pour l'éternité, à moins que quelqu'un d'autre, dans un siècle ou deux, ne soit assez fou pour tenter ce que vous avez tenté. » Il n'hésita pas. « Fais-le, libère-les, libère-toi. » Mais vous, j'ai vécu ma vie, une bonne vie. Et si je peux racheter ne serait-ce qu'un peu de cette horreur, alors cela vaut la peine. Il sentit quelque chose changer dans l'obscurité. Une chaleur, une lumière. Margot apparut devant lui, non plus terrifiée mais paisible, presque souriante. « Vous êtes un homme bon, Lucien Devrault, le premier homme bon que j'ai rencontré depuis très longtemps. » Elle posa une main spectrale sur son visage. « Je vais faire quelque chose pour vous, quelque chose que personne n'a fait pour moi. Je vais vous donner le choix. » Le monde autour d'eux se stabilisa. Lucien se retrouva dans un espace qui ressemblait à une version onirique de la cave. Les murs étaient là, mais translucides, laissant voir d'autres réalités qui se superposaient. Il vit Corbin, assis dehors, attendant. Il vit Madame Beaumont dans son lit, priant. Il vit les ombres des Delorme flottant dans les limbes, attendant leur sort. « Je peux vous laisser partir, » dit Margot. « Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Vous vous réveillerez dans la cave, vous serez libre. Mais alors, rien ne changera. Je resterai piégé, eux aussi. Et dans quelques années, quelqu'un d'autre ouvrira la bouteille, et tout recommencera. Où vous restez. Vous prenez ma place. Vous devenez le gardien. Et je libère tout le monde. Moi, les Delorme, toutes les âmes qui ont été piégées ici au fil des ans. Nous trouverons enfin la paix. Mais vous
Vous serez seul, conscient, mais impuissant, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vous libère, si quelqu'un le fait un jour. Lucien regarda autour de lui. Il vit les Delorme, Henri et sa famille, son visage défait d'avoir compris trop tard son erreur. Il vit d'autres ombres aussi, des formes qu'il n'avait pas remarquées avant, d'autres victimes, d'autres personnes qui, au fil des décennies, avaient été attirées par la bouteille et piégées. Combien? 10? 20? Plus? Toutes attendaient, toutes espéraient. « Et si je refuse, dit-il lentement, combien d'autres personnes seront piégées avant que quelqu'un ne trouve enfin une solution? Je ne sais pas, peut-être des dizaines, peut-être des centaines. Alors il n'y a pas vraiment de choix, n'est-ce pas? » Margot le regarda avec une tristesse infinie. « Il y a toujours un choix, inspecteur. C'est ce que signifie être humain. » Lucien pensa à sa vie à Paris, pas de famille proche. Ses parents étaient morts depuis longtemps. Pas d'enfants. Quelques amis, quelques collègues qui se souviendraient de lui pendant quelques années, puis l'oublieraient. Une vie utile, certes, mais pas irremplaçable. Lucien pensa à sa vie à Paris. Pas de famille proche. Ses parents étaient morts depuis longtemps. Pas d'enfants. Quelques amis, quelques collègues qui se souviendraient de lui pendant quelques années, puis l'oublieraient. Une vie utile, certes, mais pas irremplaçable. Et ici, maintenant, il pouvait faire quelque chose de vraiment important. Quelque chose qui comptait. « Je reste, dit-il fermement. Libère-les tous, je serai le gardien. » Margot ferma les yeux et une larme spectrale coula sur sa joue translucide. « Merci, murmura-t-elle. Merci infiniment. » Elle leva les mains et une lumière dorée commença à émaner d'elle, une lumière chaude, vivante, si différente de l'obscurité pourpre qui les entourait. Cette lumière s'étendit, touchant chacune des ombres prisonnières. Lucien vit les Delorme se dissoudre lentement, leur visage exprimant enfin la paix. Henri lui fit un dernier signe de tête, un geste de respect, de gratitude. Puis, ils disparurent, s'élevant vers quelque chose de plus haut, de plus lumineux. D'autres âmes suivirent, des dizaines de silhouettes qu'il n'avait même pas remarquées, victimes accumulées au fil des siècles, toutes libérées, toutes montant vers la lumière. Et enfin, Margot elle-même commença à s'estomper. « Attendez, dit Lucien. Un message pour votre sœur, dites-moi comment. » Margot sourit et pour la première fois depuis 175 ans, c'était un sourire de vraie joie. Elle saura, elle le sentira, et elle comprendra que je suis enfin rentré à la maison. Elle posa une dernière fois sa main sur le visage de Lucien. « Je suis désolé de ce qui va vous arriver, mais sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Les âmes que vous avez libérées veilleront sur vous, et un jour, quelqu'un viendra. Quelqu'un de bon comme vous, et vous serez libre à votre tour. J'y compte bien, dit Lucien avec un sourire courageux. Margot disparut dans un dernier éclat de lumière dorée, et immédiatement, Lucien sentit le changement. Il n'était plus dans l'espace onirique. Il était dans la bouteille, vraiment dans la bouteille, conscient de chaque molécule de verre qui l'entourait, de chaque goutte du liquide pourpre dont il faisait maintenant partie. Il pouvait voir le monde extérieur, la cave, l'autel de pierre, la lanterne qui brûlait encore, mais comme à travers un filtre rouge sombre. Il pouvait penser, se souvenir, mais il ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler, ne pouvait qu'attendre. La solitude commença immédiatement, lourde et oppressante, mais il l'avait choisie. Et quelque part, au-dessus, dans le monde des vivants, 20 âmes marchaient enfin libres. Cela valait le prix. Corbin attendit jusqu'à l'aube, comme Lucien le lui avait demandé. Quand les premiers rayons du soleil percèrent la brume matinale, il descendit dans les caves avec appréhension, le cœur battant. La porte de fer n'était pas verrouillée. Il la poussa lentement. Dans la chambre circulaire, la lanterne brûlait encore faiblement. La bouteille était sur l'autel, le seau intact, comme si elle n'avait jamais été ouverte. Mais de l'inspecteur Devrault, aucune trace, sauf... Corbin s'approcha. Sur l'autel, à côté de la bouteille, reposait le médaillon de Margot, la chaîne soigneusement repliée. Et à côté, une note griffonnée rapidement de la main de Lucien. « C'est fait. Ils sont libres. Ne cherchez pas à me sauver. Vivez votre vie. Et si un jour quelqu'un pose des questions sur cette bouteille, racontez-leur l'histoire. Toute l'histoire. Que personne n'oublie ce qui s'est passé ici. LD. » Les mains tremblantes, Corbin ramassa le médaillon et la note.
Des larmes coulaient sur ses joues, larmes de chagrin pour l'inspecteur, mais aussi de soulagement, car pour la première fois depuis cette nuit terrible, le château était silencieux, vraiment silencieux. Plus de murmures, plus de pas fantômes, plus de présences invisibles. Les âmes étaient enfin en paix. Il remonta lentement, referma et verrouilla la porte de fer. Puis il fit quelque chose qu'aucun intendant de Montrouge n'avait jamais fait. Il scella l'entrée des caves avec du mortier et des pierres. Il travailla pendant 3 jours, seul, construisant un mur épais qui rendrait l'accès impossible. Quand il eut terminé, il planta une croix de fer devant le mur et y grava une inscription. C.J. Lucien Devrault, inspecteur de Paris, mort en service pour libérer les innocents. Que personne ne trouble son repos. 1878. Puis il quitta le château pour toujours. À Montagne-la-Croix, Madame Beaumont se réveilla ce matin-là avec une sensation qu'elle n'avait pas connue depuis son enfance, la légèreté, comme si un poids immense avait été retiré de ses épaules. Elle se leva, regarda par la fenêtre vers la colline où se dressait Montrouge et sourit à travers ses larmes. « Merci, Margot », murmura-t-elle. « Bienvenue à la maison. » Cette nuit-là, elle mourut paisiblement dans son sommeil, un sourire sur les lèvres. Les villageois qui préparèrent en son corps pour l'enterrement remarquèrent quelque chose d'étrange. Elle tenait quelque chose dans sa main droite, serré fermement même dans la mort. C'était une petite fleur sauvage, du genre qui ne pousse qu'en automne pendant les vendanges, une fleur que personne n'avait mise dans sa chambre. Une fleur que seule Margot aurait pu lui offrir. 40 années passèrent. Le château de Montrouge tomba en ruine. Les vignobles furent abandonnés, envahis par les ronces et les herbes folles. Les villageois évitaient l'endroit, racontant à leurs enfants l'histoire du vin maudit et de l'inspecteur courageux qui avait tout sacrifié pour briser la malédiction. L'histoire devint légende, la légende devint mythe. Mais dans les caves scellées, dans une bouteille de verre noir reposant sur un autel de pierre, Lucien Devrault attendait. Il avait appris à mesurer le temps par les saisons qu'il sentait vaguement à travers les murs épais. La chaleur de l'été, le froid de l'hiver. Il avait appris à méditer, à se perdre dans ses souvenirs pour échapper à la solitude. Et parfois, très rarement, il sentait une présence. Les âmes qu'il avait libérées, qui venaient lui tenir compagnie pendant quelques instants, lui rappelaient qu'il n'était pas vraiment seul. Margot venait le plus souvent, pas comme un fantôme, mais comme un souffle chaud, un murmure réconfortant. Elle lui racontait des histoires du paradis, où elle reposait maintenant, des retrouvailles avec sa sœur, de la paix qu'elle avait enfin trouvée. « Tenez bon », lui disait-elle. « Votre libérateur viendra, j'en suis certaine. » Et Lucien tenait bon, parce que c'est ce que font les hommes bons. Ils tiennent bon, même dans l'obscurité. Ils gardent espoir, même quand tout semble perdu. Ils attendent. En 1923, 45 ans après les événements de Montrouge, un jeune historien nommé Antoine Mercier découvrit dans les archives de Beaune une lettre troublante écrite par un certain Mathieu Corbin. La lettre racontait une histoire incroyable de vin maudit, de sacrifice et de rédemption. Intrigué, Antoine se rendit à Montagne-la-Croix. Il parla aux vieux du village, qui se souvenaient encore des histoires racontées par leurs grands-parents. Il visita les ruines du château, escalada les murs effondrés, trouva l'entrée des caves scellées, et devant le mur de pierre, il lut l'inscription gravée sur la croix de fer rouillée. C.J. Lucien Devrault. Quelque chose en lui, une intuition, un appel, lui dit qu'il devait descendre, qu'il devait trouver cette bouteille, qu'il devait comprendre. Il commença à démonter le mur. Palav. Dans l'obscurité de sa prison de verre, Lucien Devrault sentit un changement, des vibrations. Le bruit de pierre qu'on déplace, de la lumière, pour la première fois en 4 décennies, filtrant à travers les fissures du mur. Quelqu'un venait. Son cœur, s'il pouvait encore appeler ça un cœur, s'accéléra d'espoir et de crainte. Serait-ce un libérateur ou une nouvelle victime? Il pria pour que ce soit le premier. Et dans le silence de l'éternité, une voix familière murmura à son oreille, la voix de Margot, douce et réconfortante. « C'est lui. C'est votre libérateur. Tenez bon encore un peu, brave Lucien. Votre sacrifice touche à sa fin. » Une larme, si une âme piégée dans du vin pouvait pleurer, coula quelque part dans l'obscurité pourpre. Bientôt, il serait libre. Bientôt, il pourrait enfin se reposer. Et l'histoire du vin maudit, cette histoire de horreur, de sacrifice et de rédemption, trouverait enfin sa conclusion. Mais cela, c'est une histoire pour un autre jour. Fin.